Bienvenue dans le podcast Devenir manager. Je suis Elodie Landreau, ancienne manager et aujourd'hui coach professionnel. Pour les managers qui veulent développer leur confiance, communiquer de manière authentique et affirmée et vivre leur quotidien avec plus de joie. Devenir manager, c'est à la fois une aventure passionnante et enrichissante, mais aussi solitaire, challengeante, parfois décourageante. Dans ce podcast, des managers s'expriment en toute transparence sur leurs difficultés, leurs réussites, leur vision du métier, leurs bonnes pratiques. Laissez-vous inspirer par leurs expériences et leur énergie et devenez un manager confiant et serein. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur cet épisode de podcast. J'ai visité en fait l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc vous allez nous parler, qui est une entreprise libérée, sur le modèle de l'entreprise libérée. Et j'ai souhaité vous interviewer pour que vous nous parliez notamment de commencer de manager dans ce cadre-là. Donc, je vous propose dans un premier temps de nous expliquer votre parcours qui vous a amené ici aujourd'hui. D'accord, écoutez, moi je suis donc chez Martin Technologies depuis une vingtaine d'années à peu près. Avant Martin Technologies, j'ai eu diverses expériences, à la fois dans l'éducation nationale. Je peux même intégrer dans cette expérience une année de service militaire, puisque là en termes de management, il y a aussi des choses à en tirer, en tout cas des leçons à prendre, ou des leçons à ne pas prendre d'ailleurs, au passage. Donc j'ai démarré en fait à la base sans forcément avoir de souhait de management, puisque voilà, moi j'ai démarré vraiment en tant que, si j'ose m'exprimer ainsi, en tant que simple ouvrier. Donc j'ai démarré sur la chaîne. Je prends souvent cette image-là parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, un petit peu les temps modernes de Chaplin, là. Donc un travail à la chaîne, voilà, dans le sens péjoratif du terme, si je peux dire. Et puis petit à petit, donc j'ai commencé à prendre un petit peu plus de responsabilité pour arriver à un poste de responsable de projet, où là, en fait, c'était pas du management pur, puisqu'en fait, c'était plutôt déjà du travail collaboratif, donc avec une transversalité au niveau de différents services ou différentes activités de production. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un management un petit peu plus tel qu'on l'entend aujourd'hui, d'une équipe. Et aujourd'hui, chez Martin Technologies, donc je suis dans une équipe de un peu plus de 20 personnes. Et tout se passe très bien. Alors justement, on peut peut-être repartir de ça. Je disais dans l'introduction de cet épisode que j'avais visité l'entreprise et elle est depuis quelques années sur le modèle de l'entreprise Oui. libérée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie en tous les cas chez vous? Alors, l'entreprise libérée, moi, je suis pas forcément en phase avec le terme. Je préfère le terme vraiment de collaboratif, d'équipe, autonomie, responsabilité. Et tout ça, évidemment, basé sur une relation de confiance, sans laquelle on ne peut rien faire, en fait, tout simplement. Moi, mon poste aujourd'hui, tel que je le définirais en tant que manager chez Martin Technologies, c'est plus un poste, on va dire, d'animateur, où en fait l'humain est au centre de tout, quoi. Alors quand je dis l'humain, c'est à la fois le client, évidemment, puisque nous sommes une entreprise, donc on a quand même un besoin aussi comment dire, de vivre, tout simplement, et on a besoin de nos clients pour ça. Donc on met le client au centre de tout. Mais dans l'humain aussi, j'intègre évidemment les collaborateurs, puisque au même titre que les clients, les souhaits, les besoins des collaborateurs sont extrêmement importants. Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut pouvoir satisfaire le client pleinement, il faut aussi qu'on travaille dans de bonnes conditions. Euh, et c'est pas simplement matériel, c'est aussi de bonnes conditions, j'allais dire psychologiques, d'environnement, d'écoute dans l'équipe, quoi, tout simplement. Hmm. On a beaucoup parlé quand on a échangé la première fois justement sur ce volet communication là Oui. dont vous parlez à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement vous faites en sorte d'avoir une communication fluide et saine entre les membres de l'équipe? Alors c'est un travail déjà de tous les jours, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou de se dire, voilà. Euh, Moi, en fait, j'essaye
de fonctionner avec les collaborateurs comme j'aimerais qu'on fonctionne avec moi, tout simplement. Donc, si moi, je reçois des signaux négatifs, évidemment, je vais avoir du mal à avoir des signaux positifs en face. Donc, il faut que moi, j'envoie en fait à mon niveau le maximum de signaux positifs si je veux en retour en avoir également. Donc, la communication, elle est extrêmement importante, évidemment, comme vous l'avez dit, à la fois en termes de positivité, mais pas que. C'est-à-dire que les choses qui se passent pas bien, il faut les dire. En fait, il faut avoir le plus de transparence possible au niveau de la communication. Euh, Et pour cette transparence, bah, évidemment, il faut aussi savoir dire les choses correctement, puisque le proverbe dit toute bonne chose, enfin, toute chose n'est pas bonne à dire. Euh, Si toute chose est bonne à dire, mais encore faut-il le faire avec la manière. L'idée, c'est pas d'aller froisser les personnes, choquer les personnes. On a tous une histoire différente. Je vous ai parlé un petit peu de la mienne en quelques mots, mais tous les collaborateurs autour de moi ont eux aussi leur propre histoire, avec leur vécu, avec leurs malheureuses expériences aussi. Et bah, il faut prendre tout ça en compte en fait dans la relation avec les autres. Mm. Donc, beaucoup d'écoute, évidemment, de l'empathie. Je pense que quelque part, il faut aussi savoir entendre les problèmes des autres pour pouvoir résoudre les problèmes à la fois de l'équipe et puis les miens aussi, puisque moi aussi, j'ai des problématiques, évidemment, en tant que manager. Et tout ça, bon, j'utilise souvent le terme, évidemment, mais on reste sur un travail d'équipe. Et chacun doit y mettre un peu du sien, et c'est encore une fois un travail collaboratif aussi à ce niveau-là. Quand je parle de travail collaboratif, c'est pas simplement une tâche à accomplir pour fabriquer une pièce. C'est aussi un travail pour maintenir un environnement qui soit sain et adapté et qui aille à tout le monde, en fait. Mm. Et vous m'évoquiez le fait que vous avez proposé à tous vos collaborateurs d'être formés à la communication, justement. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire plus sur cette formation-là? Alors, nous avons suivi un parcours, donc avec l'aide donc de Toscane. Donc, c'est un parcours qui s'appelle l'école du leadership. Donc, à la base, c'est un parcours qui est plutôt réservé aux managers et que nous avons choisi, en fait, au niveau de Martin Technologies, d'ouvrir à tous les collaborateurs. C'est-à-dire que, en résumé, par groupe, évidemment, puisque c'est pas l'intégralité de l'entreprise, on est quand même un peu plus de 100 personnes, donc ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc, par petits groupes, en fait, sur la base du volontariat, tout le monde a eu l'occasion, en fait, de suivre ce parcours. Donc, dans ce parcours, on est sorti de l'entreprise, en fait, tout s'est fait à l'extérieur de l'entreprise pour avoir un environnement, on va dire, un peu neutre aussi, qui favorise justement l'ouverture, la communication. Et donc, on s'est fait accompagner pour apprendre déjà à se connaître un peu mieux soi-même, puisque on est tous pareils, hein, on a parfois des réactions, parfois vives, parfois peut-être, si je reprends l'empathie, peut-être trop empathiques. Et tout ça, ce sont des émotions qui sont générées de façon individuelle, mais que on ne comprend pas forcément soi-même. Donc déjà, la première chose, c'est de réussir à prendre le recul pour essayer de comprendre pourquoi en fait on fonctionne comme ça. Et au-delà de ça, ensuite, aller comprendre justement ou pouvoir mieux accueillir les réactions des autres. Donc voilà, donc il y a un travail sur soi et il y a un travail ensuite de relation aux autres. Donc voilà, donc ça a amené beaucoup justement en termes de communication, en termes de bienveillance, en termes d'écoute au niveau de l'ensemble des collaborateurs. Mm. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire communiquer, c'est avant tout comprendre comment on fonctionne soi et comprendre comment les Complètement, autres fonctionnent. Ouais. exactement. Ouais, ouais. Et vous me disiez justement par rapport à ça qu'il y a certains collaborateurs qui n'avaient pas forcément réussi à rentrer dedans parce qu'il y a une vraie phase d'introspection. Complètement. Comment vous gérez le fait que, d'une manière générale, dans votre équipe, il y ait des gens qui adhèrent plus que d'autres à la manière de faire, Mhm. qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'autonomie que d'autres, etc. Bah, je dirais qu'on a besoin de tous en fait. Et je parlais un peu de mixité tout à l'heure déjà dans mes propos, mais euh, on a aussi besoin de personnes qui, je ne vais pas dire qui adhèrent moins, mais euh, peu importe, je dirais à la limite. Chacun doit se sentir bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on va obliger une personne à avoir une attitude ou avoir un comportement,
le terme d'obligé, déjà, ça fonctionne pas, quoi. C'est imposé, obligé, à partir du moment où on part sur ces termes-là, la personne, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais euh, c'est assez difficile. Donc, il faut pouvoir, de la même façon, accueillir et intégrer dans l'équipe des personnes qui sont peut-être un petit peu moins, je vais pas dire aptes, mais en tout cas moins à l'aise peut-être avec ça, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise justement avec cette notion d'autonomie. Mais voilà, l'important, c'est de l'accepter. Et je dirais qu'à partir du moment où il y a une bonne volonté de chacun, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais je peux pas, voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises, évidemment. Sur les 100 personnes, on n'a pas tous ce même niveau ou ce même souhait, en tout cas, d'autonomie, de responsabilisation, etc. Hmm. Et vous parliez justement du fait d'avoir finalement une mixité dans l'équipe en termes Oui. de comportement, d'expérience, etc. Quand vous êtes amené à recruter, quel type justement de collaborateurs vous cherchez? Alors, dans les phases de recrutement, moi, je base tout vraiment sur le savoir-être, en fait. Je dirais que la compétence en elle-même, alors, je vais prendre quelques raccourcis, évidemment, qui vont peut-être heurter quelques oreilles, mais la compétence, elle s'apprend, en fait. Donc, moi, je vais aller d'abord chercher un état d'esprit, un souhait, justement, de travail en équipe, en parlant encore une fois, d'écoute, de communication, de solidarité, de rigueur, parce que voilà, hein, c'est aussi dans un état d'esprit tout ça. Et avant même de parler de compétences, pour moi, la priorité, c'est vraiment le savoir-être et c'est vraiment que la personne puisse s'intégrer et qu'elle soit le plus en phase possible avec nos valeurs, évidemment. Alors, dans ces phases de recrutement, encore une fois, tout ça, ça ne repose pas que sur mes épaules. Là aussi, on est dans le collaboratif. C'est-à-dire que lorsque je vais recevoir une personne qui va postuler chez nous, je ne vais pas la recevoir tout seul. Voire même, il y a des entretiens de recrutement dans lesquels je ne serai pas. Ce sont les personnes de mon équipe qui vont aussi avoir un rôle actif dans ces phases-là. Euh, Récemment encore, donc là j'ai reçu 4 candidats sur un poste pour une mission temporaire, je le précise, c'est-à-dire que même une personne qui va rentrer chez nous par le biais de l'intérim, elle va être reçue, on va avoir des échanges, on a aussi envie de la connaître et on a aussi besoin qu'elle nous connaisse un minimum pour savoir déjà si on est en phase chacun, puisque si nous, ça nous va, mais que la personne, au bout de 2 jours, s'aperçoit que justement notre culture, notre façon de fonctionner n'est pas du tout en phase avec ses valeurs, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Donc voilà, les collaborateurs de mon équipe participent aussi à ces phases-là. Et puis, je dirais que c'est quand même eux qui vont travailler ensemble ensuite. Moi, je serai dans la globalité de l'équipe, mais au plus près et au quotidien, ce sont quand même eux qui travailleront avec les nouveaux entrants, je veux dire. Donc c'est Hmm. aussi normal qu'ils aient leur droit de regard et leur parole, je dirais qu'elle vaut 2 fois la mienne. Hmm. Et comment vous les accompagnez, vos collaborateurs, à mener des entretiens? Alors les accompagner, alors comme je vous le disais tout à l'heure, parfois je suis présent. Donc quand je suis présent, en fait, moi je me positionne, je vais pas dire, enfin j'essaye de prendre le moins de place possible, tout simplement. Donc je vais plutôt avoir un rôle pour orienter en fait le questionnement, etc. Alors quand je dis orienter, c'est plutôt donner une structure. C'est pas dire quelles questions vous devez poser. C'est pas du tout ça. C'est plutôt orienté. C'est un petit peu comme si vous voulez driver une réunion, c'est-à-dire on a un maître du temps qui va être là pour définir, voilà, ne pas dépasser le temps. Quelqu'un qui va dire attention, on est hors sujet ou choses comme ça. Là, je vais plutôt me positionner dans ce rôle-là. Donc, je vais plutôt avoir un rôle d'accompagnateur à ce niveau-là. Et puis, lorsque en fait je ne participe pas, dans ces cas-là, en fait, soit les collaborateurs se sentent à l'aise et puis ils ont toute liberté. Et s'ils ont besoin, évidemment, je reste à disposition. S'ils ont besoin de me dire, écoute, Olivier, on aimerait bien que tu nous donnes quelques billes quand même, comment on démarre, enfin, comment structurer justement. Et dans ce cas-là,
je les aide là-dessus. Je reste vraiment un support, quoi. Mmh. Vous parlez beaucoup de collaboration, de collectif. Comment Mm. vous faites en sorte que tout le monde aille dans le même sens? Parce qu'on sent vraiment une envie de transparence, de confiance, de laisser vraiment une autonomie la plus grande possible. Comment vous arrivez à garder finalement un cap commun, une vision commune? Alors, euh, alors la vision, le cap, ça c'est quelque chose qui est défini aussi au niveau de la stratégie. Là, on va rentrer un petit peu plus dans un travail de tête plutôt que de cœur, hein. Donc la stratégie, elle est définie, elle est la même pour tout le monde et je dirais en une ligne, c'est satisfaire le client. Voilà, donc le cap, ça, mais par contre, vous avez raison de le souligner, puisqu'il est très important que ce cap, il soit partagé aussi. Et non seulement partagé, mais quand je dis partagé, c'est pas simplement le connaître, c'est aussi en avoir la conviction, en fait. Donc, l'objectif commun, ça, voilà, je dirais, c'est la base. Après, c'est peut-être un peu cavalier de dire ça, mais je dirais, peu importe la méthode, chacun va avoir sa méthode pour justement arriver à suivre le cap. À partir du moment où on reste dans un cadre, donc ce cadre, nous, en fait, qu'on définit, parce qu'on parlait d'entreprise libérée tout à l'heure, et c'est là où je mets un petit bémol, c'est que la liberté, oui, c'est une chose, mais il faut quand même un minimum de cadre. C'est-à-dire qu'on donne le maximum de liberté aux collaborateurs, mais dans un cadre qui est défini. Et ce cadre, il a été défini avec eux, de la même façon. Donc ce cadre, en quelques mots, il est simple. On a le droit à tout à partir du moment où c'est dans la bienveillance, c'est dans le respect des autres, c'est dans un climat de confiance. Enfin voilà, le cadre, il est défini en fait plutôt sur des valeurs humaines. Et après, à travers ce cadre, c'est le terrain de jeu, quoi. En fait, voilà, hein, on fait tout ce qu'on veut dans ce cadre. Et à partir du moment où l'objectif commun, il est bien clair, bien partagé, voilà, connu et tout le monde fait ce qu'il faut pour arriver à cet objectif. Un socle de valeurs finalement qui fait en sorte que tout le monde voilà, va dans le même sens en quelque sorte. Exactement. On a vraiment une base là de confiance, de transparence, d'autonomie. J'entends déjà des gens, parce que j'en entends régulièrement, qui disent, OK, d'accord, mais finalement, est-ce que donner trop d'autonomie, trop de confiance, ça fait pas que les gens prennent un peu leurs aises et finalement, ça se retourne, entre guillemets, contre le manager ou contre l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Bah, je dirais que si on a cette réaction-là, bah, c'est qu'on n'a pas confiance déjà à la base. Donc ça veut dire que déjà, on n'est pas dedans, quoi. La confiance, c'est une des clés essentielles, en fait. Dans une équipe, si vous n'avez pas confiance dans votre équipe, bah, déjà, la délégation, vous pouvez dire adieu, puisque sans confiance, vous déléguez rien. Donc ça veut dire que vous allez tout garder pour vous et vous allez vous retrouver bah, dans un système très pyramidal. Mais n'attendez pas que les personnes gagnent en autonomie si vous n'avez pas confiance en elles et que vous leur déléguez pas un minimum de choses, que vous leur laissez pas un minimum de liberté. Après, l'excès, bah, je vois pas trop au niveau de l'excès. Euh, Moi, encore une fois, je fais confiance à mon équipe là-dessus. Et autant que moi, elle me fait confiance. Mais il faut garder à l'esprit quand même que le manager doit être exemplaire. Et quand je dis exemplaire, c'est-à-dire vraiment donner l'exemple. Et l'équipe va aussi se calquer sur le manager. C'est-à-dire qu'on a un petit peu le reflet de sa façon de manager qui nous revient à la figure, quoi. Je crois que la remise en question du manager, elle est là aussi. Elle est de se dire, attention, ça fonctionne mal. Est-ce que moi, je fais vraiment les choses comme il faut? Je leur demande d'être autonomes, responsables. Est-ce que je leur donne les clés pour l'être? Ils ont pris trop de liberté. Bon, voilà, est-ce que c'est pas moi qui ai été aussi peut-être, je sais pas, peut-être un peu trop laxiste? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une remise en question qui est évidente et nécessaire. Et puis après, encore une fois, la relation de confiance. Et je reviens sur le côté exemplarité. La confiance, il faut la gagner aussi auprès de son équipe. Il y a une légitimité à avoir. Tout ça, ça se fait pas en arrivant, en décrétant, je suis manager, donc il est légitime que je le sois, et vous devez me faire confiance. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas de mon point de vue et de ma petite expérience qui date quand même de quelques années. Donc le travail, il est d'abord au niveau du manager. C'est à lui de faire le premier pas,
Quand je parlais d'écoute, quand je parlais de bienveillance, c'est à lui déjà d'être exemplaire à ce niveau-là. Et ensuite, ça déroule tout seul. Et c'est à lui aussi de ne pas aller prendre trop de liberté. Encore une fois, l'exemplarité, elle est là aussi. C'est-à-dire que si moi, en tant que manager, je me dis, bon, ben maintenant, l'équipe, ça roule tout seul, bah, tiens, je vais venir qu'une fois par semaine, pourquoi pas? Ou alors, je vais faire que du télétravail. De toute façon, ils vont se driver tout seuls, tout va bien. Ben oui, mais moi, j'aurais pris trop de liberté, en tout cas à mon goût. Et après, je ne pourrais pas non plus en vouloir à l'équipe d'en prendre trop non plus, puisque c'est un petit peu le modèle que je leur donne. Donc, je parlais de rôle d'animateur tout à l'heure, mais il y a aussi un rôle, encore une fois, d'exemplarité ou en tout cas de modèle. Et ça, bah, c'est naturel. Je pense que c'est juste humain, en fait, ce côté. Dans n'importe quelle situation, même si elle n'est pas professionnelle, vous avez en face de vous quelqu'un qui arrive en vous engueulant, excusez-moi du terme. Euh, Bah, vous allez avoir qu'une envie, c'est de rentrer dans son jeu et de l'engueuler aussi. Enfin, voilà. Et le miroir, il est présent à tout moment de la vie, quoi. Et peut-être encore plus dans l'entreprise, justement. Vous parlez là de cette exemplarité. Vous m'aviez raconté aussi que l'exemplarité chez vous, elle allait jusque dans montrer son côté vulnérable aussi en tant que Bien sûr, manager. Est-ce que vous bien pouvez sûr. nous en dire plus là-dessus? Bien sûr, bah, écoutez, il faut pas ni avoir honte, ni vouloir cacher un petit peu bah, parfois ce qu'on peut ressentir. Les ressentis, ils sont importants, il faut les exprimer. Moi, je souhaite que mes collaborateurs m'expriment le ressenti en live. Si, comment est-ce qu'on peut s'améliorer autrement? Si vous n'exprimez pas à un moment votre frustration ou votre énervement ou le fait que la personne en face de vous vous ait choqué, si vous, vous l'exprimez pas, comment voulez-vous qu'elle elle puisse l'entendre et se dire, ah, il va peut-être falloir que je corrige quelque chose à mon niveau. Donc à un moment, il faut exprimer tout ça. Et moi, le premier, j'ai besoin aussi, c'est un souhait et c'est une demande que je fais à mon équipe, de dire, voilà, si moi je fais quelque chose qui ne vous va pas ou quoi que ce soit, il faut me le dire. Alors, évidemment, avec la forme, ça fait partie de notre cadre. On est d'accord. Moi, il m'est arrivé, voilà, je vous l'avais un petit peu raconté, bah, de mettre un petit peu à nu, quoi, au démarrage, en fait, hein, de mon expérience de manager ici, euh, où je me sentais pas bien depuis quelque temps et je sentais que l'équipe n'était pas bien non plus. J'étais incapable de dire pourquoi. Donc en fait, j'ai déclenché un échange, donc avec une dizaine de personnes quand même. Et ça a été un petit peu un monologue, je l'avoue, mais dans le monologue, je me suis vraiment, encore une fois, mis à nu. C'est-à-dire, j'ai exprimé tout ce que je ne comprenais pas, tout ce qui ne m'allait pas, voilà, toutes mes incertitudes, tous mes doutes. Et en retour, voilà, j'ai eu le soutien de mon équipe qui m'a dit, mais Olivier, voilà, nous, en fait, on ne se sent pas bien non plus parce qu'on sent que, bah, que tu n'es pas à l'aise non plus. Enfin voilà, il y a eu vraiment un vrai échange de partage des ressentis. Et bah, je l'ai vécu une fois à ce niveau-là, on va dire, depuis mon expérience de manager ici, et jamais plus depuis. Puisque depuis, tout s'est traité, on va dire, bah, au fil de l'eau. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. On se le dit tout de suite. Alors parfois, je ne vous cache pas que c'est pas à chaud, c'est-à-dire que c'est pas dans la minute, parce qu'on a aussi besoin justement de prendre un petit peu de recul. Et il faut garder à l'esprit quand même que bon, voilà, ce cadre, il reste fragile. Donc parfois, l'émotion peut être assez forte, et si on réagit à chaud, on peut rapidement sortir du cadre. Donc, c'est à tiède, on va dire, qu'on réagit, pour pas laisser passer non plus trop de jours ou trop de semaines, puisque après, voilà, on est une cocotte minute qui finit par exploser. Et là, on ne peut plus rien maîtriser du tout. Donc, le partage de ressenti, il est très important, se dire les choses. Voilà, je reviens là-dessus. Et encore une fois, l'exemplarité, elle est aussi au niveau des managers. Moi, ça ne me choque pas et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, que le directeur général Martin Technologies, dans un échange individuel avec moi, me demande une assistance. Ça ne m'a pas choqué. J'ai trouvé ça, au contraire, non seulement courageux, mais complètement en phase avec notre façon de faire et ce qu'on demande au jour le jour à n'importe quelle personne chez nous. Hmm. C'est très chouette ça, hein, parce que ça casse complètement l'image qui est encore très présente, je trouve, du manager qui doit pas montrer ce qu'il ressent, qui doit être un peu le Superman ou la Superwoman de l'équipe, qui doit Ouais, savoir, qui doit tenir la barre coûte que coûte.
Ça remet Oui. complètement ça le retourne complètement. Et ce qui est beau là, c'est qu'on voit que bah, en faisant ça, il y a des beaux effets derrière et il y a des conséquences très positives. Bah, complètement. Et si je veux aller dans l'extrême, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a autant de burn-out? Voilà, des superman, des superwoman, ça va durer quelques mois, années, dans le meilleur des cas. Mais bah voilà, tout seul, on n'a pas la force d'un collectif, hein. Enfin, faut juste pas se voiler la face, quoi. Euh, et tout le monde a un apport à avoir dans le travail, dans l'équipe. Et plus on répartit la charge, et moins elle est lourde à porter. Et c'est vrai aussi pour les managers, quoi. Là, c'est mathématique. Alors, je suis pas très maths, mais j'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment ce côté, on parle beaucoup de collectif et de collaboratif dans le travail d'équipe en termes de projets, de missions, etc. Oui, Et moi, j'entends vraiment beaucoup ce collectif, ce collaboratif dans la communication et dans même la gestion des émotions oui, des différents collaborateurs. oui. Et on est tous le garde-fou d'un autre, en fait. On a tous nos garde-fous. Moi, je vous dis, on a un peu plus de 20 personnes, donc j'ai un peu plus de 20 garde-fous autour de moi. Et je suis le garde-fou bah, des 20 autres. Et voilà. Et c'est ça aussi qui fait la force du collectif, c'est que on ne peut pas demander à toute une équipe d'être 100% tous les jours, d'être au top de sa forme, au top de ses sourires tous les jours. On ne peut pas demander ça à une équipe, puisqu'on a encore une fois, on a tous une vie perso. Et la vie perso, bah, je suis désolé, peut-être que ça va aussi en choquer quelques-uns, mais il faut la prendre en compte pour que la vie pro se passe bien. Et si vous voulez faire abstraction de la vie perso de vos collaborateurs euh, vis-à-vis du professionnel, bah, il y aura des situations que vous ne saurez pas gérer, que vous ne comprendrez pas, et il y aura obligatoirement des écarts qui vont se faire. Et la cohésion de l'équipe va s'en ressentir obligatoirement. Alors attention, que je m'entende bien, hein, quand je parle de prendre en compte la vie perso des gens, il n'y a pas de côté intrusif, loin de là. Mais encore une fois, on revient sur les ressentis. Il faut que la personne, quelle qu'elle soit dans l'équipe, se sente à l'aise de pouvoir dire aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais aujourd'hui, je ne suis pas en forme, j'ai des difficultés. Voilà, donc peut-être que je vais avoir besoin de partir plus tôt, peut-être que je ne vais pas être au fond de ma forme et du coup, ben, en termes de cadence, je vais être un peu en dessous. Et le collectif, il doit être là, justement, et il est là pour savoir écouter ça et venir porter assistance. Parce qu'on est tous là pour serrer les coudes. Et encore une fois, aujourd'hui, bah, c'est telle ou telle personne qui a des difficultés, et demain, ce sera peut-être moi. Et je serais bien content d'avoir cette équipe qui sera là aussi pour moi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? En fait, la frontière perso-pro, elle est là, bien sûr, évidente, mais il faut quand même composer avec l'ensemble si on veut avoir bah, voilà, ce smile tous les jours, qui soit peut-être à 98%, parce qu'il y aura un 2% là, qui est là, et les 98 bah, vont l'aider, et puis le lendemain, ce sera 98 toujours, mais ce ne sera pas le même 2%. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais C'est voilà, hyper c'est clair encore... et c'est une belle philosophie, ouais. voilà. Mm. Merci. On arrive à la fin de notre échange. Olivier, quel conseil vous auriez aimé avoir quand vous êtes devenu manager? Déjà, j'aurais voulu avoir bah, la confiance directement. C'est-à-dire que lorsque moi je me suis retrouvé manager, j'aurais souhaité que bah, mon manager bah, me laisse carte blanche. Encore une fois, avec un cadre défini peut-être, mais un cadre plutôt de valeurs humaines. Euh, mais sur le reste, voilà, vas-y quoi, je te fais confiance, tu peux y aller. Et je reviens encore sur l'exemplarité, mais ce modèle-là d'entrée m'aurait aussi, moi, directement incité à faire la même chose. Donc j'aurais aimé ça, avoir directement une confiance, et pas une confiance masquée, une confiance dite, voilà, parlée, ouverte. On revient sur les ressentis, voilà. Moi aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mes collaborateurs, et manager, pas manager, peu importe. Mais donc voilà, j'aurais souhaité ça, j'aurais aimé qu'on me dise, voilà, je te fais confiance, il n'y a aucun problème. Vas-y, voire même des encouragements. Je sais que tu es bon là-dessus. S'il y a des sujets sur lesquels bah, tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je serai là. Enfin, voilà, qu'il y ait une porte ouverte pour un support, et par contre, une carte blanche qui soit donnée.
sur le reste. Et comme je disais aussi au début, peu importe la manière, on a tous, le nombre de managers qu'on est chez Martin Technologies, il n'y en a pas un qui manage de la même façon. On est tous dans le même cadre, mais il n'y en a pas un qui manage de la même façon. Certains sont plus sur l'affect, d'autres moins. Peu importe. Mais au final, l'important, c'est d'avoir l'objectif. On satisfait notre client et on satisfait nos collaborateurs aussi en termes d'environnement de travail, d'ambiance et d'humanité. Très chouette. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le découvrir à d'autres managers. Mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Devenir Manager ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble.